La Gazette de la FDV, plein feu sur l'actualité juridique. 2008. Le secret professionnel des avocats face à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Arrêt du Conseil d'État du 10 avril 2008, Conseil national des barreaux et autres. Le Conseil d'État, saisi par des organes représentant la profession d'avocat, a annulé 2 dispositions du décret du 26 juin 2006 relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier. Le Conseil d'État, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, retient une interprétation de la directive du 4 décembre 2001 sur le blanchiment de capitaux qui protège le secret professionnel des avocats dans le cadre de leurs activités de défense et de représentation en justice. Le Conseil d'État étend également cette interprétation aux activités de conseil juridique. Mais les obligations issues de la directive s'appliquent aux avocats dans les cas suivants. Le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux. La consultation juridique est fournie à des fins de blanchiment de capitaux. Ou encore, l'avocat sait que son client souhaite des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux. En conclusion, le Conseil d'État estime que ces obligations ne constituent pas une atteinte excessive au droit fondamental du secret professionnel. Dorénavant, les avocats devront laver plus blanc que blanc. Au travail avec le nouveau Code du travail. Circulaire du 8 avril 2008. La partie réglementaire du nouveau Code du travail a été publiée au journal officiel du 12 mars 2008. Le nouveau Code du travail entre donc en vigueur dans son intégralité au 1er mai 2008. Souhaitons une bonne mise à jour à tous les spécialistes en droit du travail. Réforme de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante. Mise en place de la commission présidée par M. Varinard. Le 15 avril 2008, Madame la ministre de la Justice, Rachida Dati, a installé la commission chargée de formuler des propositions pour réformer l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Cette commission est présidée par le recteur André Varinard, professeur à l'université Jean Moulin, et regroupe 31 personnalités. Dans son discours, Madame la ministre a indiqué quelles étaient les grandes lignes directrices des travaux de la commission. Le respect des principes posés en la matière par le Conseil constitutionnel en 2002, à savoir atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité. Ces mêmes mesures doivent être prononcées par une juridiction spécialisée selon des procédures appropriées. L'instauration d'un âge de responsabilité pénale, conformément d'ailleurs à ce que prévoit la Convention internationale des droits de l'enfant en son article 40. Une remise à plat de l'ensemble des mesures pénales et sanctions pouvant être prononcées au regard désormais non plus de l'âge du mineur, mais de son parcours pénal et de la gravité de celui-ci. M. Varinard a, à ce propos, souligné qu'on ne pouvait pas traiter de la même manière des enfants qui viennent de commettre leur première infraction et ceux qui sont déjà des habitués de la délinquance. La réécriture de l'ordonnance, voire sa codification, afin d'obtenir un texte clair. Une refonte de la procédure et de l'exécution des sanctions dans une optique d'efficacité de la justice. Rendez-vous en novembre 2008 pour une analyse des recommandations de la Commission. Héberger ou éditer, that is the question. Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2008. Dans la Gazette du mois dernier, nous avions relevé une décision se penchant sur une épineuse question de l'édition et de l'hébergement sur Internet. Le tribunal de grande instance de Nanterre avait en effet attribué la qualité d'éditeur au propriétaire d'un site internet pour avoir inséré un flux RSS. Par des décisions du 15 avril dernier, motivées de manière identique, le tribunal de grande instance de Paris ne qualifie pas d'éditeur le site internet Dailymotion. En effet, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit les éditeurs comme étant la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu'elle a créé ou dont elle a la charge. Tandis que, selon la même loi, les hébergeurs mettent à la disposition du public le stockage de signaux, d'écrits, d'images ou de sons ou de messages de toute autre nature. En l'espèce, des vidéos des humoristes Omar et Fred et Jean-Yves Lafesse avaient été mis en ligne sur le site Dailymotion. Les producteurs, auteurs et artistes-interprètes de ces œuvres audiovisuelles ont cherché à mettre en cause la responsabilité du site Dailymotion. Le tribunal de Paris a appliqué le régime de responsabilité des hébergeurs de sites internet à la société Dailymotion, à savoir qu'elle n'est pas responsable de manière automatique du contenu des vidéos publiées par les internautes. En effet, selon la loi de 2004, ce n'est qu'une fois clairement informé et s'il ne procède pas rapidement au retrait des fichiers litigieux que l'hébergeur peut voir sa responsabilité engagée.
ce qui bien évidemment ne remet pas en cause la qualité de contrefacteur des internautes qui mettent en ligne des œuvres protégées par le droit d'auteur. Motion de censure provoquée. Projet tendant à l'envoi de troupes en Afghanistan. Mardi 1er avril a été débattu sans vote un projet tendant à l'envoi de 1000 nouveaux soldats en Afghanistan. Les partenaires ont débattu de ce projet dans le cadre de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958. L'article 49, alinéa 3, met en place une technique spéciale d'adoption de la loi à l'Assemblée nationale, permettant au gouvernement de faire passer un texte sans vote. En application de cet article, si l'Assemblée nationale souhaite empêcher l'adoption du texte, il faut qu'une motion de censure soit votée dans un délai de 24 heures. Cette procédure est prévue à l'article 49, alinéa 2. L'opposition parlementaire a déposé une motion de censure jeudi 3 avril. Cette motion a été rejetée. Le ministre des Affaires étrangères, M. Kouchner, a souligné que l'envoi des premières troupes en 2001 avait eu aussi lieu sans vote, contrairement à l'expédition en Irak en 1991. En outre, il a relevé que la commission Balladur sur la modernisation des institutions prescrit justement le débat et le vote pour tout renouvellement de troupes, quel qu'en soit l'endroit du monde. Une évolution législative qui s'appliquera donc peut-être dans l'avenir. Indemnisation du conducteur gardien du seul véhicule impliqué. Loi Badinter inapplicable. Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 février 2008. Parmi les nombreuses questions soulevées par l'application de la loi Badinter du 5 juillet 1985, cet arrêt donne l'occasion à la Cour de cassation de réaffirmer sa position constante dans le cas où un seul véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le conducteur d'un véhicule terrestre ne peut en effet se prévaloir des dispositions de la loi pour obtenir l'indemnisation de son préjudice lorsque son véhicule est seul impliqué dans l'accident. Dans le même sens, en 2006, la Cour de cassation a affirmé que le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi à l'encontre de son propre assureur. Dans cette affaire, la victime est sortie de son véhicule et a été renversée par son propre véhicule parti en marche arrière. C'est ce même principe que la Cour de cassation a appliqué ici. Dans cette affaire, le passager victime, également veuve du conducteur gardien du véhicule, ne pourra obtenir l'indemnisation de ses préjudices, ni ceux de sa fille mineure, sur le fondement de la loi de 1984. Le site d'enchères en ligne eBay est-il un hébergeur? Cour d'appel de Paris du 9 novembre 2007. Une société vendant différents types de produits essentiellement sur eBay France, reprochait au site internet eBay d'avoir suspendu puis fermé sans préavis les comptes qu'elle y avait ouverts. La Cour d'appel de Paris a qualifié le site d'eBay d'hébergeur au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. En application du régime juridique des hébergeurs de sites internet, la société eBay n'a pas à contrôler les annonces mises en ligne par les internautes. Toutefois, la Cour estime que cela ne dispense pas eBay de veiller, dans la mesure de ses moyens, à ce que ce site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles. La Cour approuve la résiliation des comptes litigieux par eBay. En effet, la société qui les avait créés avait procédé à des manipulations pour contrecarrer les évaluations négatives de ses clients et obtenir ainsi de manière artificielle des appréciations élogieuses. Le débat concernant le régime de responsabilité du site internet eBay n'est toutefois pas clos. En effet, des juristes ont soulevé un certain nombre d'arguments qui tendraient à considérer qu'eBay n'est pas un simple hébergeur de sites internet de cybermarchands. La suite au prochain épisode.